Bienvenue. Nous allons commencer cette présentation du Réseau des Nations Unies pour le mouvement SUN, intitulée Cartographie multisectorielle des actions de nutrition. Ce webinaire sera le premier d'une série focalisée sur la nutrition, dont la gestion est en coordination avec le Secure Nutrition Knowledge Platform, géré par la Banque mondiale. Moi, je m'appelle Aaron Buxbaum, gérante du plateforme Secure Nutrition. Ce webinaire se fonctionne dans l'application WebEx et je voudrais prendre quelques minutes pour vous guider sur son utilisation. D'abord, si vous m'entendez actuellement, vous êtes déjà prêt. Félicitations. Pour vous connecter à l'audio, cliquez sur le menu Audio situé en haut de l'écran, choisissez Audio Connection et ensuite vous verrez une boîte avec trois options. Nous vous suggérons de vous connecter avec votre ordinateur en cliquant sur la troisième option qui se trouve en bas. Il est aussi possible d'utiliser votre téléphone fixe ou portable. Ces options se trouvent dans le bouton au milieu de la boîte. Après avoir cliqué sur son bouton choisi, vous n'aurez qu'à appeler le numéro que vous verrez s'afficher. Encore, si vous m'entendez actuellement, vous êtes déjà prêt. Si vous rencontrez des difficultés en vous connectant à l'audio, nous vous suggérons de fermer le WebEx et vous connecter une deuxième fois. Si cela ne résout pas le problème, veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et que tous les matériaux seront partagés par email. Nous vous invitons à vous présenter dans la chat box et à poser des questions aux intervenants. Pour ouvrir la chat box, veuillez chercher en haut de l'écran une image avec le mot chat. Cliquez sur l'image et une boîte s'ouvrira en bas à la droite. Sélectionnez Everyone pour poser une question ou bien pour dire un bonjour, bonsoir. Sélectez Host ou Laura Figazzolo si vous avez des problèmes techniques. Nous pourrons alors vous aider à résoudre le problème. Ce webinaire durera 1h30. Vous pouvez poser des questions à tout moment et les intervenants y répondre à la fin de la présentation. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que je passe la parole à Nicolas Bidault, modérateur de ce webinaire. Nicolas travaille avec le Réseau des Nations Unies pour le mouvement SUN ainsi que le secrétariat du REACH, qui est basé au Programme alimentaire mondial à Rome. Précédemment, Nicolas a travaillé avec UNICEF, ONU-SIDA et le PAM. Il a reçu son doctorat de l'Université de Minnesota aux États-Unis. Nicolas, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Aaron, pour cette introduction. Et bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous tous qui nous écoutez. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire sur la cartographie multisectorielle des actions nutritionnelles. Comme Aaron nous l'a introduit, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés par le Réseau des Nations Unies pour le SUN, en collaboration avec Secure Nutrition, qui est géré par le groupe Banque mondiale. Et j'en profite pour remercier beaucoup l'équipe de Secure Nutrition pour héberger cette série et pour la très bonne collaboration. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers encore vraiment avec le Réseau des Nations Unies pour le SUN, je vous rappelle que le Réseau des Nations Unies pour le SUN est l'un des réseaux du mouvement SUN, qui comprend également le réseau de la société civile, le réseau des donateurs et le réseau du secteur privé. Le Réseau des Nations Unies pour le SUN inclut au niveau des pays toutes les agences des Nations Unies qui sont actives dans la nutrition. Il inclut aussi les facilitateurs REACH pour les pays où l'approche REACH est mise en œuvre. Le Réseau des Nations Unies est présent dans tous les pays du SUN et soutient le gouvernement dans ses efforts nationaux de nutrition, de gouvernance et de coordination pour la mise à l'échelle des actions nutritionnelles. En ce moment même, je vous parle du secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le SUN et REACH, qui est hébergé par le Programme alimentaire mondial à Rome. Ce webinaire est, comme nous l'a introduit Aaron, est sur la cartographie multisectorielle des actions nutritionnelles. C'est un exercice extrêmement important.
Il aide les gouvernements et les acteurs pays à mieux comprendre qui fait quoi et où en nutrition. Le réseau des Nations Unies pour le Sun a jusqu'à présent soutenu les gouvernements et les acteurs pays pour mener à bien une cartographie multisectorielle dans 11 pays du Sun et plus récemment dans les pays non membres du Sun. Le réseau des Nations Unies soutient actuellement 8 pays supplémentaires avec leur cartographie. Et nous savons aussi que d'autres exercices de cartographie nutritionnelle ont également été menés dans divers pays. La cartographie des actions nutritionnelles est également un élément clé du cadre de suivi et évaluation du Sun, en ce sens qu'il fournit des informations et des données sur en particulier les 2 premières étapes de la théorie du changement du Sun. En ce qui concerne les acteurs se réunissent et les acteurs modifient le comportement pour la nutrition. Donc, il est attendu que ce qui ressort de cette cartographie serve d'input d'intrant dans le cadre du suivi et évaluation du mouvement Sun. Et on s'attend à ce que tous les pays Sun effectuent une cartographie d'ici la fin 2018, donc d'ici 1 an et demi. Le processus et l'outil qui vous sont présentés aujourd'hui ont été développés et affinés par le partenariat REACH dans le cadre du réseau des Nations Unies. Cela étant dit, je vais maintenant donner la parole à ma collègue Chloé Denavy pour la présentation. Alors, en forme d'introduction, Chloé fait partie de l'équipe analytique du secrétariat du réseau des Nations Unies pour le Sun et elle appuie en particulier les pays francophones, bien qu'elle ait aussi participé activement à des pays anglophones. Chloé a également mené le développement et la mise en œuvre d'un outil web pour le suivi et l'évaluation de la collaboration entre les agences des Nations Unies en matière de nutrition, et ceci dans les pays du mouvement Sun. Auparavant, Chloé a travaillé avec le REACH au Sénégal et au Burkina Faso, où elle a développé des analyses de situations nutritionnelles multisectorielles dans ces pays. Chloé détient un master en pratique du développement de l'Université de Columbia et un bachelor en relations internationales et en psychologie de l'Université de Tufts. Je vous rappelle qu'après la présentation de Chloé, nous aurons à peu près une demi-heure de temps pour des questions et des réponses. Et comme nous l'a dit aussi Aaron, vous pouvez, durant la présentation, déjà enregistrer vos questions dans la boîte de chat. Sans plus attendre, je passe la parole à Chloé pour la présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Et bienvenue à tous les participants qui se joignent à nous aujourd'hui. D'abord, je voudrais présenter la cartographie REACH dans le contexte d'une plus large gamme d'exercices de cartographie qui existent aussi bien au niveau global qu'au niveau des pays. Par exemple, le Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition, UNSCN, a récemment cartographié 167 acteurs qui ont impacté la nutrition au niveau global au cours de la décennie précédente, tels que présentés récemment dans leur publication sur la gouvernance globale. Autre exemple, la base de données mondiale de l'OMS sur la mise en œuvre des actions en matière de nutrition, appelée GINA, contient des informations sur la mise en œuvre d'un grand nombre de politiques et d'interventions en nutrition au niveau mondial. D'autres exemples de cartographie existent, tels que les cartographies 3W et 4W de l'OCHA pour les urgences humanitaires, la MAFTAN de la FAO et le registre des réseaux des Nations Unies pour le Sun, développé par l'Union africaine et l'UNICEF au bureau régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Un dernier exemple développé par le secrétariat du réseau des Nations Unies pour le Sun est l'outil appelé l'inventaire des actions de nutrition, qui recense uniquement les actions appuyées par les Nations Unies. Alors, comment est-ce que la cartographie REACH se distingue des autres? La plupart de ces cartographies et d'autres recensent les acteurs impliqués et les actions ou les interventions qu'ils effectuent, mais elles ne mesurent pas la couverture de la population des groupes ciblés. L'analyse quantitative des données de couverture de population aide à planifier et suivre la mise à l'échelle d'action, et ceci est le point clé qui différencie la cartographie REACH des autres exercices existants.
L'outil de cartographie a été développé par le REACH avec l'appui de la société de conseil Boston Consulting Group. Nous avons appelé l'outil le SUN-PMT, un acronyme tiré de l'anglais Scaling Up Nutrition Planning and Monitoring Tool. Cela se traduit par outil de planification et de suivi pour le renforcement de la nutrition. Les résultats d'une cartographie des intervenants et des actions de nutrition peuvent être pertinents pour des parties prenantes variées qui sont impliquées dans la nutrition. Celles-ci peuvent inclure des ministères gouvernementaux, des administrations gouvernementales sous-nationales ou locales, des ONG locales ou internationales, des agences des Nations Unies ou encore des bailleurs de fonds. Pour les gouvernements, la cartographie peut aider le niveau central et les ministères à coordonner les ONG et les donateurs qui sont impliqués dans la nutrition dans leur pays. Elle leur permet de voir quels sont les partenaires sur le terrain et à visualiser les lacunes qu'il leur faut combler. Pour les administrations gouvernementales et locales, telles que les régions, les districts ou les départements, la cartographie peut les aider à comprendre qui travaille dans leur zone afin qu'ils encouragent la création de synergies entre ces acteurs et entre le gouvernement et les acteurs non gouvernementaux. Pour les Nations Unies et les ONG, la cartographie permet aux agences ou aux organisations de savoir quels autres acteurs travaillent sur les mêmes actions qu'elles et d'identifier des intervenants qui ont des compétences techniques ou logistiques dans certains domaines. Enfin, pour les donateurs, la cartographie permet d'identifier des zones où des financements peuvent manquer ou bien des actions qui ont déjà beaucoup de donateurs impliqués. Par ailleurs, les résultats peuvent les aider à trouver de nouveaux partenaires de mise en œuvre potentielle. La cartographie vise à soutenir deux fonctions qui sont idéalement associées ensemble. Tout d'abord, elle permet de recueillir des données de base, de référence, sur trois types d'informations indiquées en bleu ici. Le premier type d'information est la couverture géographique des actions qui répond aux questions qui fait quoi et où. On collecte les noms des intervenants qui travaillent sur chaque action et les zones géographiques dans lesquelles elles les mettent en œuvre. Le deuxième type d'information est le nombre de bénéficiaires que chaque intervenant atteint avec les actions qu'ils ont mis en œuvre. Ces nombres sont divisés par le total de personnes dans le groupe ciblé afin d'obtenir la couverture de la population agrégée par action. Enfin, les résultats géographiques et de population peuvent être comparés avec des indicateurs de situation nutritionnelle du pays qui sont des données tirées d'enquêtes routinières déjà disponibles dans le pays. Cette comparaison permet d'identifier les zones ou les populations qui pourraient bénéficier d'une mise à l'échelle de certaines actions répondant à leurs problèmes nutritionnels. De plus, la cartographie peut être utilisée comme un outil pour le suivi de la mise en œuvre d'actions de nutrition en effectuant la collecte de ces données de façon répétée et en comparant les résultats avec les données de référence. La fréquence de cette collecte peut dépendre du contexte du pays, si c'est un pays en contexte de développement ou d'urgence. Une collecte de données annuelle ou biannuelle, par exemple, peut permettre de faire un suivi des actions au cours du temps et de mieux analyser les besoins de mise à l'échelle. La plupart des pays qui ont effectué la cartographie REACH ont uniquement effectué la collecte de base, et ceci est recommandé pour la première étape. Cependant, l'outil peut être utilisé pour une collecte continue afin de faire un suivi de la mise en œuvre au cours du temps. Quelle que soit l'option choisie, l'outil permet de calculer la couverture des actions clés de nutrition afin que le pays puisse s'assurer que les populations vulnérables reçoivent les services dont elles ont besoin. Sur le plan conceptuel, la cartographie vise à faire le suivi de la couverture d'actions de nutrition dans le contexte d'un cadre d'information plus vaste. Premièrement, des ressources humaines et financières servent d'intrant pour appuyer les activités d'un projet ou d'un programme. Ensuite, les extrants de ces programmes sont les prestations de services,
qui peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir d'aliments, de suppléments ou d'autres fournitures achetées et distribuées, d'espèces et de bons distribués, ou encore de renforcement de capacité fournis directement aux bénéficiaires. Les résultats de ces actions sont les changements ou effets causés par les projets et les programmes. Enfin, l'impact visé est l'amélioration de la situation nutritionnelle de façon globale sur le long terme. Les diagrammes en dessous illustrent l'idée que l'augmentation de la couverture des bénéficiaires au cours du temps devrait résulter en une baisse de la malnutrition. Si les résultats de la cartographie montrent que ceci ne se produit pas, les parties prenantes peuvent utiliser les résultats pour identifier de potentiels goulots d'étranglement qui empêchent les actions d'avoir l'effet désiré. De plus, le pays peut travailler avec les partenaires techniques, tels que des agences des Nations Unies, pour effectuer des analyses techniques plus rapprochées et de réfléchir à des solutions. Comment définit-on la couverture géographique et la couverture de population dans cette cartographie? La couverture géographique se définit par le nombre de zones sous-nationales dans lesquelles une action est mise en œuvre. Cette zone peut être une région, un district ou une autre zone, et ceci dépend du niveau auquel les données vont être collectées. Par exemple, disons qu'un intervenant nous informe qu'une de ces actions est mise en œuvre dans 4 régions. Ceci est notre numérateur. Si notre pays contient un total de 8 régions, ceci est notre dénominateur. La couverture géographique de cette action est alors de 50%, puisque l'action touche 4 sur 8 régions. Bien entendu, les cartographies sont le plus souvent effectuées à un niveau en dessous du niveau régional, afin de pouvoir calculer la couverture géographique au sein même d'une région. Le deuxième type de couverture est la couverture de la population. Pour la calculer, on ajoute tous les bénéficiaires qui ont été atteints par chaque intervenant qui effectue une même action. La somme de ces bénéficiaires est notre numérateur. Ensuite, ce chiffre est divisé par le nombre total de personnes dans la population ciblée. Ce nombre de bénéficiaires potentiels sont tirés de recensements nationaux ou d'estimations effectuées par les agences nationales statistiques. L'exercice de cartographie permet de répondre à une série de questions. Les réponses à celles-ci apportent aux parties prenantes plusieurs éléments. Premièrement, une vue qualitative du qui fait quoi et où. Deuxièmement, une vue quantitative des pourcentages de zones géographiques couvertes par région et des bénéficiaires qui ont reçu chaque action pour laquelle ils ont été ciblés. Troisièmement, l'exercice compare les données collectées avec la situation nutritionnelle pour guider les parties prenantes dans leur choix de renforcement des actions de nutrition. Enfin, les couvertures peuvent être mesurées au cours du temps pour voir si elles évoluent et si les cibles définies par le plan national sont atteintes. Nous allons maintenant regarder des exemples de résultats qui répondent à chacune de ces questions. 1. Qui sont les partenaires clés et quels sont leurs rôles? Ce tableau est un exemple tiré de la cartographie effectuée en Tanzanie. Les 2 premières colonnes de gauche contiennent une partie de leur liste d'actions et de catégories. En tête du tableau, les 4 titres de rangée reflètent les 4 rôles que nous utilisons pour catégoriser les intervenants. Tout d'abord, il y a les ministères responsables. Ceux-ci sont les entités gouvernementales qui sont responsables pour une action. Typiquement, ce sont des ministères sectoriels ou bien des unités de coordination multisectorielle. Dans la prochaine colonne se trouvent les catalyseurs. Ce rôle se réfère aux intervenants qui apportent un appui technique. Souvent, les agences des Nations Unies ou les ONG internationales sont catégorisées comme catalyseurs quand elles n'effectuent pas la mise en œuvre directe de services. Ensuite, il y a les exécutants. Ces acteurs sont ceux qui font la mise en œuvre directe auprès de bénéficiaires. Les exécutants sont souvent des ONG nationales ou internationales ou encore des employés gouvernementaux
tels que dans les hôpitaux publics, par exemple. Enfin, il y a les donateurs. Ceux-ci sont les bailleurs de fonds qui financent les actions. Il est possible qu'un intervenant occupe plusieurs rôles pour une même action, ou encore que son rôle change selon les actions. Pourquoi la cartographie REACH catégorise-t-elle les intervenants en 4 rôles? Ceci nous permet de comprendre qui apporte quel type de soutien aux actions, quels rôles ont plus ou moins d'intervenants, quelles actions ont un grand nombre d'intervenants dans un rôle particulier, si des intervenants occupent plusieurs rôles à la fois, ainsi que de savoir là où il y a des efforts effectués par multiples acteurs en même temps. Enfin, cette catégorisation nous aide aussi à éviter le double comptage de bénéficiaires qui peuvent être renseignés par 2 intervenants pour une même action. Dans cet exemple de la Tanzanie, nous pouvons examiner la 2e action dans ce tableau. Fourniture de matériaux et de formation sur l'horticulture artisanale. Nous voyons qu'il y avait 3 ministères déclarés comme responsables pour cette action, un grand nombre de catalyseurs et d'exécutants sur le terrain et 5 acteurs qui financent cette action. Quel partenaire fait quoi et où? La cartographie REACH permet au pays de visualiser dans quelle zone chaque action est mise en œuvre et quels intervenants y sont présents. Dans cet exemple du Burkina Faso, la carte illustre la couverture géographique des partenaires exécutants pour l'action de promotion des pratiques optimales d'allaitement. Les régions en bleu plus foncé ont un plus grand nombre de partenaires présents, tandis que les régions plus claires en ont moins. On voit rapidement que les régions du Nord et de l'Est ont plus de partenaires promouvant l'allaitement optimal que les régions du Sud et de l'Ouest. De plus, les acronymes de tous les partenaires exécutants sont cités pour chaque région. Cette carte contient uniquement les noms des partenaires qui exécutent l'action sur le terrain et pas les autres rôles pour que la visualisation soit très claire. Ces partenaires peuvent comprendre des ministères dont les employés travaillent au niveau local ou bien des organisations non gouvernementales. C'est d'ailleurs un élément qui distingue la cartographie REACH. Les données provenant de plusieurs types d'acteurs sont agrégées de façon plus exhaustive que ce qui est typiquement disponible. Enfin, à côté de chaque nom de partenaire se trouve un camembert qui illustre de façon visuelle la couverture géographique de leur activité. Les camemberts représentent 4 niveaux de couverture. Moins de 25% des districts dans la région sont couverts, 25 à 50%, 50 à 75%, et enfin, plus de 75% des districts dans la région sont couverts. Les questions 3 et 4 peuvent être adressées dans le même exemple. 3. Quel pourcentage de districts sont couverts par région? 4. Quel pourcentage du groupe cible est couvert dans chaque région? Cet exemple est la suite de la diapositive précédente, car elle illustre aussi un exemple du Burkina Faso sur l'action de promotion des pratiques optimales d'allaitement. La première colonne en gris contient les régions du Burkina Faso. La deuxième colonne contient des camemberts qui illustrent la couverture géographique des provinces dans chacune de ces régions. Elles sont agrégées pour tous les partenaires qui ont renseigné des données. Par exemple, pour la première région, nous voyons un cercle rempli, car plus de 75% des provinces ont reçu l'action de promotion de l'allaitement. Par contre, dans la dernière rangée, nous voyons que dans la région du Sud-Ouest, moins de 25% des provinces ont reçu l'action. La troisième colonne contient la couverture de la population du groupe cible, qui est pertinent pour les actions de promotion de l'allaitement. Il s'agit des femmes enceintes et allaitantes. Nous voyons dans la première rangée que parmi toutes les femmes enceintes et allaitantes dans la région du boucle du Moon, seulement 21% ont reçu une promotion de l'allaitement optimal,
selon les données collectées auprès des acteurs participant à la cartographie. Ce tableau nous permet de comparer la couverture géographique avec la couverture de population au sein d'une région. Ceci fait ressortir certains indices par rapport au ciblage et à la prestation de services. Dans notre exemple, plus de 75% des provinces recevaient l'action, mais seulement 21% des femmes sont concrètement touchées. Les parties prenantes du pays peuvent donc se retrouver pour contextualiser ces résultats et discuter des causes potentielles de ce déséquilibre. Quelles régions ne sont pas couvertes de façon adéquate? Cette diapositive et la suivante sont des exemples des comparaisons que la cartographie REACH permet de faire entre, d'un côté, la situation nutritionnelle du pays et de l'autre, les résultats en termes de couverture. Ceci aide les parties prenantes à comprendre où les actions doivent être renforcées. Tandis que les diapositives précédentes étaient focalisées sur une seule action, celle-ci prend en compte toutes les actions clés que le pays a choisi de cartographier. Premièrement, la carte de gauche présente les prévalences de retard de croissance à travers le Niger, avec des couleurs plus foncées là où elles sont les plus élevées. Les chiffres dans les ovales roses sont le nombre absolu d'enfants qui en souffrent, et ils peuvent être plus élevés dans les zones où la population est dense. Dans cet exemple, le retard de croissance est fortement répandu dans les zones de Zinder, Maradi et Difa, mais le nombre d'enfants qui en souffrent est relativement bas à Difa. À droite, nous avons une carte illustrant le nombre d'actions de nutrition dont la couverture de la population a atteint plus de 75% de la population cible. Les régions plus foncées indiquent un plus grand nombre d'actions. Dans cet exemple, nous voyons que sur les 19 actions clés choisies par le Niger, très peu d'actions ont une couverture de la population cible qui soit supérieure ou égale à 75%. Même dans les régions foncées, seulement 4 actions étaient dans ce cas. La comparaison de ces deux cartes permet de guider les parties prenantes à avoir une discussion pour identifier les zones qui ont un sévère problème de retard de croissance, mais une faible couverture d'action, afin de proposer une stratégie de renforcement. 6. Existe-t-il des lacunes au niveau des actions qui permettraient de répondre aux problèmes clés de nutrition? Dans cet exemple du Sénégal, toutes les régions ont été placées dans un cadran en fonction de leur prévalence du retard de croissance et du nombre d'actions clés ayant couvert au moins 40% de leur population cible. L'axe Y est la prévalence du retard de croissance et l'axe X est le nombre d'actions clés avec des hautes couvertures. Les régions qui se trouvent dans le cadran rose ont une prévalence de retard de croissance élevée et une couverture d'actions clés basse. Les actions dans ces régions méritent d'être renforcées pour tenter d'améliorer la situation nutritionnelle. Le cadran orange contient des régions où le retard de croissance est élevé, mais la couverture des actions est élevée aussi. Aucune région du Sénégal ne se trouvait dans ce cas. Le cadran vert contient des régions où le retard de croissance est bas, mais la couverture des actions est élevée, donc la situation serait à maintenir. Enfin, le cadran jaune contient les régions qui sont à surveiller, car le retard de croissance et la couverture des actions de nutrition sont tous les deux bas pour le moment. 7. Est-ce que la couverture du groupe cible s'améliore dans le temps? Cette diapositive et la suivante analysent des données de cartographie collectées sur plusieurs années afin d'évaluer leur tendance dans le temps. Dans cet exemple du Mozambique, on compare les couvertures de population actuelles avec les tendances de couverture entre plusieurs années. On a utilisé les données de deux cartographies effectuées en 2011 puis en 2014. L'axe X représente les couvertures actuelles, tandis que l'axe Y indique si les couvertures ont augmenté, stagné
ou baisser. Dans le graphique se trouvent toutes les actions qui ont été cartographiées en Mozambique et leur positionnement nous permet de tirer des conclusions pour savoir lesquelles devraient être renforcées, zone rose, inversées ou renforcées, zone jaune, ou encore soutenues, zone verte. Enfin, dans ce dernier exemple pays, on répond à la question « Est-ce que les objectifs définis dans le plan national ont été atteints ?» Le suivi des couvertures au cours du temps peut aider un pays à identifier en quelle mesure les objectifs définis au niveau national dans le plan sont en train d'être atteints. Dans ce modèle, les deux premières colonnes contiennent des actions clés et leurs groupes cibles. Ensuite, les camemberts et les pourcentages indiquent le niveau de couverture de la population cible au moment de la collecte de référence. Dans les colonnes de droite intitulées « Cibles annuelles », le pays peut indiquer les cibles qu'il souhaite atteindre au fil des années, telles qu'elles ont été définies dans le plan national de nutrition. Si le plan national de nutrition ou les autres documents liés n'incluent pas de cibles précises, les parties prenantes peuvent aussi utiliser des cibles qui ont été définies au niveau global pour certaines actions. Bien que cette diapositive se réfère à des cibles qui sont définies au niveau des actions clés, il est important de noter que des cibles existent aussi au niveau global pour les résultats. Par exemple, l'Assemblée mondiale de la santé a défini des cibles et les objectifs de développement durable ont des indicateurs. Ceci conclut les exemples de visualisation de résultats tirés d'exemples pays. Et maintenant, nous allons passer à la méthodologie de cartographie. Pour commencer, il y a deux formats sous lesquels la cartographie peut être effectuée. Le premier est un outil en format Excel. Cette version utilise des macros pour agréger les données et calculer les couvertures. Les résultats sont ensuite présentés dans des tableaux Excel créés automatiquement. Des diapositives PowerPoint ont été développés pour présenter les données de façon visuelle. L'outil existe en version complète ainsi qu'en version light. La version light permet de collecter uniquement des données géographiques sans insérer de données de bénéficiaires. Deuxièmement, l'autre format qui existe est un outil en ligne, disponible sur le web. Cette version a été construite avec la technologie DHIS2. Développé en 2016, cet outil s'inspire des expériences de cartographie REACH passées. Il a été conçu pour simplifier la méthodologie et rendre l'outil plus facile à utiliser. Le DHIS2 est un système open source qui est fréquemment utilisé par les ministères de santé en Afrique et en Asie. Le système peut être adapté pour d'autres utilisations et d'autres secteurs. Et nous avons donc travaillé avec un développeur pour créer un module qui nous permettrait de collecter des données et créer des tableaux pour la cartographie REACH. DHIS2 permet aussi de développer des visualisations qui peuvent être customisées pour créer des tableaux de bord. Avant de commencer l'exercice de cartographie, il est essentiel d'échanger avec les parties prenantes clés en nutrition du pays. Ceci permet de décider des priorités de la cartographie selon le contexte du pays et de personnaliser l'outil pour qu'il soit adapté. Il est conseillé de débuter avec des échanges bilatéraux avec les acteurs clés. Ces individus pourraient s'agir notamment du point focal SUN, des membres d'une plateforme multisectorielle de la nutrition, des points focaux clés dans les ministères liés à la nutrition, tels que l'agriculture, la santé ou l'assainissement. Ces réunions permettront de s'assurer qu'il existe une compréhension de base du paysage des acteurs et des actions en nutrition. De plus, les échanges doivent décider des acteurs principaux qui seront impliqués dans la mise en œuvre de cet exercice.
Il est aussi important de s'assurer que la situation nutritionnelle du pays est bien comprise par tous les secteurs pertinents, notamment les causes de malnutrition dans le pays, et ceci peut être établi grâce à une analyse de la situation. La deuxième étape consiste à organiser des ateliers plus formels pour que tous les acteurs clés en nutrition s'alignent sur les objectifs de la cartographie et les processus à suivre. Par exemple, il faudra sélectionner une équipe de cartographie et un lead technique pour l'exercice. Ensuite, les actions clés de nutrition qui seront cartographiées doivent être sélectionnées en groupe et de manière participative. Pour chaque action clé, des groupes cibles et des mécanismes de mise en œuvre potentiels seront identifiés. Étant donné que les données peuvent être collectées à différents niveaux de complexité, les parties prenantes devront aussi s'accorder sur l'étendue de l'exercice. Enfin, le moment auquel cet exercice doit être effectué doit aussi être choisi de manière stratégique. Le processus général qui sera suivi pour la cartographie suit 5 étapes: la préparation, la customisation, la collecte de données, les analyses et les visualisations, et enfin le partage de résultats. La préparation commence lorsque l'équipe de cartographie et le lead technique ont été sélectionnés ou recrutés et que le pays débute officiellement l'exercice. L'atelier multisectoriel et multipartite aura lieu afin que le pays se mette d'accord sur les modalités expliquées précédemment, y compris la sélection des actions clés. Le secrétariat du Réseau des Nations Unies et REACH peut soutenir l'équipe de cartographie avec la sélection des actions et des autres modalités. Deuxièmement, l'équipe pourra procéder à la personnalisation de l'outil pour qu'il reflète ces éléments déterminés par le pays. Le secrétariat du Réseau des Nations Unies et du REACH peut donner des conseils techniques sur l'adaptation de l'outil et confirmer que l'outil est prêt pour le début de la collecte. Cette phase peut durer plus ou moins de temps selon le choix du pays d'utiliser la version Excel ou en ligne. Ensuite, la collecte de données peut commencer. Celle-ci dure entre 1 et 2 mois, dépendant de la rapidité des réponses des participants et de la qualité de leurs données. En général, l'équipe de cartographie devra revenir vers certains interlocuteurs pour poser des questions de clarification, vérifier avec quel partenaire une action a été effectuée, éviter le double comptage de bénéficiaires et d'autres éléments de nettoyage. Pendant cette phase, il est conseillé que le lead technique échange avec le secrétariat du réseau UN et REACH de façon régulière au long de la collecte et du nettoyage, pour que nous appuyions la vérification de la qualité des données. Lorsque la collecte est terminée, les analyses et visualisations peuvent être développées. Le lead technique utilisera les outils pour calculer les couvertures géographiques et de population. Lorsque les résultats deviennent disponibles, ils peuvent être revus par les points clés pertinents pour s'assurer que les données ont été interprétées correctement. Enfin, la phase de partage peut débuter. Les résultats peuvent être utilisés pour développer des cartes et des tableaux qui présentent les résultats et les comparer avec les indicateurs de situation. Les parties prenantes impliquées dans l'exercice peuvent faire des retours sur ces résultats avant de les valider. Une fois la validation reçue, les résultats peuvent être utilisés pour appuyer des discussions stratégiques et des activités de plaidoyer. Ici, le secrétariat du réseau UN et REACH peut appuyer la création de visualisations qui sont claires et percutantes. L'une des étapes les plus importantes dont nous avons parlé est la sélection et la définition des actions clés qui seront cartographiées. L'équipe de cartographie de votre pays peut utiliser les ressources disponibles au niveau national et mondial pour définir des critères de sélection de ces actions. Assurez-vous que les actions clés choisies répondent à des problèmes majeurs de nutrition dans votre pays. Ils peuvent être identifiés, par exemple, à travers une analyse de la situation nutritionnelle.
De plus, les expériences programmatiques et politiques en nutrition qui existent dans le pays seront importantes pour prendre en compte les considérations culturelles, logistiques et de capacité. Un atelier devrait rassembler des acteurs provenant de multiples secteurs pour assurer qu'il y ait un bon équilibre entre les secteurs dans la liste d'actions. N'oubliez pas de prendre en compte le fait que la cartographie s'appuie sur une collecte de données de couverture et qu'il existe peut-être des actions pour lesquelles très peu de données existent. De plus, il faut sélectionner des actions qui peuvent être techniquement mesurées par cet outil. L'outil REACH mesure les couvertures de bénéficiaires, donc les actions qui ne touchent pas directement un nombre précis de bénéficiaires, telles que les actions de gouvernance, ne pourront pas être cartographiées dans cet outil. Des exemples de listes d'actions clés existent pour d'autres pays, et vous pourrez donc vous en inspirer pour la formulation et l'équilibre de votre liste. Enfin, les preuves empiriques quant à l'efficacité prouvée de vos actions dans la lutte contre la malnutrition doivent être prises en compte. Les ressources comme le répertoire ELENA de l'OMS ou les articles Lancet de 2008 et 2013 peuvent vous venir en aide. Une fois ces critères pris en compte, il vous faudra rassembler les parties prenantes pour atteindre un consensus sur la liste d'actions, et ceci à travers un dialogue participatif et multipartite. Je vais maintenant effectuer une démonstration de l'outil en format web. Lorsque vous vous rendez sur le site web, le premier écran que vous verrez vous demandera de saisir vos identifiants. Pour chaque utilisateur de l'outil, un profil sera créé. Chaque profil peut avoir accès à des différents éléments de l'outil. Par exemple, certains utilisateurs n'ont accès qu'aux résultats, alors que d'autres auront accès au module de collecte de données aussi. Chaque profil créé peut être associé à une langue différente. Pour faire cela, il vous faudra saisir les noms des actions dans une langue de base, par exemple le français, et vous pourrez aussi insérer des traductions dans une deuxième langue si nécessaire. Aujourd'hui, nous allons nous connecter à l'outil comme si nous étions un utilisateur qui a besoin de saisir des données et aussi de visualiser des résultats. Par exemple, un membre du ministère de la Santé. Lorsque vous vous connectez, vous serez directement amené à la page du tableau de bord qui contient les résultats. Nous examinerons cette page ensemble dans un instant. Pour le moment, commençons par naviguer vers le menu des applications en haut à droite de l'écran, qui contient le module SunPMT. C'est ici que nous saisirons des données pour un intervenant. Vous commencerez par saisir le niveau géographique auquel vous souhaitez saisir des données. Pour cet exemple, nous sommes dans le Rwanda. Nous choisissons une province du Rwanda. Évidemment, pour chaque pays, le nom des zones administratives sera modifié. Ensuite, vous pourrez choisir une action de nutrition clé pour laquelle vous souhaitez insérer des données. Cette liste d'actions ainsi que tous les menus déroulants que vous verrez dans cet outil seront modifiés lorsque vous adapterez l'outil pour votre contexte. Pour cet exemple, prenons l'action des cantines scolaires. Vous choisirez ensuite l'année de cartographie. Nous choisirons 2016. Ensuite, nous indiquerons quels mécanismes de mise en œuvre ont été utilisés pour le déploiement de cette action dans cette zone. En cliquant sur ce menu déroulant, vous verrez des options disponibles. Nous choisirons pour le moment l'éducation. Enfin, nous choisirons quels exécutants ont mis en œuvre cette action directement avec les bénéficiaires. Si vous avez besoin de rappel quant à la définition de ces termes, n'oubliez pas que les icônes de point d'interrogation contiennent des définitions. Pour saisir un exécutant, la liste contiendra déjà une liste des intervenants potentiels que votre pays aura déterminés.
vous pouvez saisir un nom dans cette liste, mais si vous ne trouvez pas l'intervenant que vous voulez, vous pouvez aussi saisir New pour rajouter un nouvel intervenant. Pour cet exemple, nous choisirons Action contre la faim. Si quelqu'un a déjà inséré des données pour cette même combinaison de critères, un avertissement se montrera sur l'écran vous indiquant que quelqu'un a déjà saisi des données. Vous les voyez ici. Dans ce cas, vous pouvez contacter la personne qui a saisi les données pour vérifier que toutes vos données sont aussi prises en compte. Ceci permet d'éviter le doublement de bénéficiaires. Nous allons donc choisir un exécutant différent pour avoir une base de données vide. Si vous êtes le premier à saisir des données pour cette combinaison, le reste de l'écran sera vide. Vous allez ensuite passer à la sélection des intervenants additionnels qui ont participé à cette action. Si vous vous rappelez, nous avons 4 rôles, donc 3 additionnels qu'il faudra remplir. Les catalyseurs, le bailleur de fonds et les ministères responsables. Comme dans toutes les zones de texte, vous pouvez choisir l'une des options potentielles ou bien saisir New pour rajouter quelqu'un. Si il n'y avait personne dans ce rôle, vous pouvez laisser la cellule vide. Enfin, vous passerez à la saisie des données, donc le nombre de bénéficiaires qui ont reçu cette action. Puisque nous avons choisi une province dans le menu de gauche, ce sont les districts de cette province qui s'affichent dans le tableau. Dans la deuxième colonne, nous avons le groupe cible qui est associé à l'action cantine scolaire. Il s'agit ici des écoles primaires. Vous pourrez donc renseigner combien d'écoles primaires ont été touchées dans chacune des districts travaillés. Vous voyez que les cellules deviennent vertes pour indiquer que les données ont bien été enregistrées dans l'outil. Cependant, pour indiquer au lead technique que vous avez terminé votre saisie, vous pouvez cliquer sur « Saisie terminée »,« Oui », et vous recevrez le message que votre saisie de données a bien été enregistrée comme terminée. Ceci conclut le module de saisie de données. Le deuxième module que nous allons voir ensemble sont les rapports. 3 rapports ont été créés pour nous permettre d'analyser les couvertures de la cartographie REACH. Le premier rapport, qui fait quoi, est un tableau de tous les intervenants impliqués dans chaque action. Le deuxième rapport, couverture géographique par intervenant, est un tableau du nombre et du pourcentage des zones géographiques ayant été atteintes par chaque intervenant. Enfin, la couverture de la population par intervenant montre un tableau des pourcentages des bénéficiaires qui ont été atteints. Ces 3 rapports peuvent être regardés au niveau national, aussi bien que désagrégés au niveau sous-national. Comme exemple, nous allons regarder le deuxième rapport sur la couverture géographique par intervenant. Encore une fois, vous allez sélectionner depuis le menu de gauche le niveau auquel vous souhaitez regarder les résultats. Pour cet exemple, nous allons sélectionner le Rwanda pour avoir des résultats au niveau national. Vous sélectionnerez ensuite l'année de cartographie. Dans ce cas, nous choisirons 2015, ainsi que le niveau du rapport, qui peut être au niveau sélectionné ou désagrégé. Le rôle de l'intervenant sont encore une fois les 4 rôles qui vous permettent de désagréger les résultats. Pour cet exemple, nous choisirons les catalyseurs. Vous choisirez ensuite les actions qui vous intéressent, que vous voulez voir dans votre tableau. Nous choisirons les 3 premières actions. Le tableau est donc généré avec les 3 actions que vous avez sélectionnées, ainsi que leur groupe cible. Vous voyez ensuite tous les catalyseurs apparaître qui ont appuyé ces actions au Rwanda. Par exemple, Harvest Plus a appuyé le stockage des aliments dans les ménages dans 7 districts du pays.
Cela veut dire qu'il a travaillé dans 23,3 districts du pays. Nous pouvons passer ensuite à la troisième partie de cette application, le tableau de bord. Le tableau de bord vous permet de créer des visualisations avec vos données, et vous voyez les exemples ici, de tableaux, de cartes ou de graphiques. Nous avons organisé les résultats par secteur, et vous voyez en haut que le tableau qui s'affiche regarde uniquement les actions sur l'alimentation, l'agriculture et les régimes alimentaires sains. Pour regarder un graphique en particulier, vous pouvez cliquer sur « Explorer » pour l'ouvrir, le modifier ou l'examiner. Ici, nous voyons la couverture des ménages qui ont reçu des animaux pour l'élevage à domicile. Sur l'axe X se trouvent les différentes provinces du Rwanda. Cependant, si vous préférez regarder les districts à l'intérieur d'une seule province, vous pouvez modifier le graphique pour regarder cela. Pour faire cela, vous ferez une sélection différente dans la partie de gauche. Et vous cliquez sur « Actualiser ». Les résultats se modifient donc. Maintenant, vous voyez en bas les noms des districts avec les mêmes résultats désagrégés de cette façon. Toutes vos visualisations peuvent être enregistrées, affichées sur vos tableaux de bord, ainsi que téléchargées sous format PDF pour utilisation dans des présentations ou des rapports. Nous retournons maintenant à la fin de la présentation pour parler des utilisations des résultats de la cartographie. Les résultats peuvent être utilisés à diverses fins, selon les priorités et objectifs du pays, mais nous allons voir 4 exemples dont nous avons témoigné dans les pays ayant déjà effectué la cartographie REACH. En Tanzanie, a effectué plusieurs cartographies REACH. Le dernier exemple a eu lieu en 2016. Cette collecte a eu lieu au niveau des districts. En préparation à cet exercice, les parties prenantes et leurs partenaires se sont retrouvés pour déterminer une liste d'actions clés de nutrition qui pourraient être cartographiées. 16 actions ont été sélectionnées à travers les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'eau et l'assainissement et de la protection sociale. La liste comprenait des actions aussi bien de nutrition spécifiques que sensibles. L'un des objectifs majeurs de la Tanzanie était d'effectuer un exercice qui leur donnerait des informations utiles pour leur revue conjointe multisectorielle de nutrition annuelle. Cet événement permet à plus de 200 personnes de se regrouper au niveau central et décentralisé pour discuter d'une série de thèmes liés à la nutrition, tels que la situation nutritionnelle dans leur district, les actions qui y sont mises en œuvre et la coordination qui serait nécessaire pour assurer un environnement favorable à l'amélioration des actions de nutrition. Les résultats de cette cartographie de 2016 ont été présentés et discutés pour constituer l'un des principaux intrants à la revue multisectorielle de cette année. L'une des conclusions majeures de la revue fut la décision d'utiliser l'outil de cartographie REACH pour faire le suivi des progrès du pays et de ses actions prioritaires. Un deuxième exemple est au Rwanda, où une cartographie REACH a été effectuée en 2015. Les résultats de celui-ci ont été utilisés pour informer des discussions permettant de hiérarchiser les priorités de la mise à l'échelle des actions de nutrition. Plusieurs forums ont permis à ces discussions d'avoir lieu. Par exemple, les résultats ont été présentés à un groupe de travail technique sur la nutrition afin de souligner la situation actuelle et les aider à planifier les prochaines étapes de leur travail. De plus, un atelier a été organisé afin de disséminer et valider les résultats de la cartographie. Pendant cet atelier, les participants ont pu évaluer les lacunes dans la couverture de bénéficiaires et de possibles solutions pour y répondre. Enfin, les données ont été collectées sur la durée des actions
et celles-ci ont été analysées pour présenter une vue prospective de quelles actions allaient encore avoir lieu pendant les années suivantes. Cette analyse a notamment compris une analyse des financements actuels et là où ils auraient besoin d'être renouvelés dans le futur proche. Le troisième exemple est celui du Burkina Faso, où les résultats de la cartographie ont été utilisés pour appuyer le processus multisectoriel de planification pour la nutrition. Notamment, les résultats ont directement été utilisés pour développer leur plan stratégique de nutrition multisectoriel. La cartographie REACH a permis aux pays d'identifier leurs besoins, de lancer une discussion sur les interventions à renforcer et de mobiliser les ministères et les partenaires autour de la thématique de la nutrition. Le processus de la cartographie et ses résultats ont donné aux participants de plusieurs secteurs l'opportunité de se sentir concernés et de se retrouver pour échanger sur leurs problématiques communes. Le dernier exemple pays est celui du Ghana, qui a été l'un des premiers pays à effectuer une cartographie, car il a été un pays pilote lors du développement de l'outil Excel. En 2016, ils ont effectué une nouvelle collecte de données en adaptant l'outil pour pouvoir le faire au niveau des districts. Pour adapter l'outil, le Ghana a revu les modèles qui existaient et a effectué des formations avec les agents de nutrition gouvernementaux au niveau des districts afin de leur permettre d'effectuer eux-mêmes la collecte. Dans le cas du Ghana, l'un des objectifs principaux était de renforcer la pérennité de l'exercice afin que les agents de district puissent manier les données pour les analyser, les présenter et en tirer des conclusions. De façon plus générale, le but était d'aider les districts à mener le processus de cartographie et de l'intégrer au système d'information routinier dans les districts. Bien entendu, ces 4 exemples pays ne sont que quelques cas illustratifs des utilisations potentielles de la cartographie REACH. Nous encourageons les pays souhaitant effectuer l'exercice à réfléchir attentivement aux objectifs de leur propre pays et à en discuter avec les parties prenantes variées. Pour conclure cette présentation et avant d'inviter vos questions, je voudrais souligner les étapes à suivre pour débuter une cartographie REACH dans votre pays, ainsi que les types d'appui qui sont disponibles au niveau du secrétariat du réseau des UN et du REACH. Si vous pensez vouloir effectuer une cartographie REACH, nous vous conseillons d'organiser une rencontre avec les parties prenantes de votre pays pour décider si et quand vous souhaitez entreprendre l'exercice. Il est important d'en parler non seulement avec les acteurs gouvernementaux de plusieurs secteurs, mais aussi avec la société civile, le réseau des Nations Unies pour le STUN et les donateurs principaux. Quels sont vos besoins? Quel serait le moment optimal pour effectuer la collecte et disposer des résultats? Ces discussions initiales peuvent aussi porter sur les 2 formats de l'outil qui existent, Excel ou Web. Si votre pays n'a pas encore le DHIS2 qui fonctionne et que vous avez peu de capacités techniques disponibles pour la mettre en œuvre, la version Excel de l'outil pourrait être plus adaptée. Par contre, si vous avez déjà DHIS2 et des personnes formées dans un autre secteur, tel que la santé, il peut être intéressant d'utiliser la version Web pour une collecte plus simplifiée et facile à manuer. N'hésitez pas à nous contacter au secrétariat du réseau UN et REACH pour qu'on vous conseille dans votre choix et les étapes à suivre. Quand vous aurez atteint un consensus au niveau de votre pays, vous pouvez contacter le secrétariat pour que l'on vous envoie des outils, des termes de référence, des manuels d'utilisation et des modèles de budget. Ces documents existent aussi bien en français qu'en anglais. Enfin, le secrétariat peut vous former sur les outils et vous donner des conseils additionnels tout au long de l'exercice. Nous pouvons vous mettre en contact avec des consultants qui ont déjà effectué ces exercices dans d'autres pays et qui peuvent être recrutés pour appuyer la cartographie dans votre pays. Vous pouvez nous écrire à unnetworkforsun@wfp.org, comme c'est indiqué sur l'écran. Je vous remercie pour votre attention et nous allons maintenant vous donner le temps de nous poser quelques questions. Merci, je donne la parole à Nicolas. Merci Chloé pour cette
Excellente présentation et pour aussi avoir fait cette démo live, on le sait que c'est toujours délicat, donc très bon exercice. Donc, comme je vous l'avais indiqué au début de ce webinaire, nous avons maintenant une demi-heure à notre disposition pour répondre à vos questions. Nous avons jusqu'à présent reçu une seule question, donc je vais l'utiliser, la partager avec vous et tenter d'y répondre. La question qui nous a été posée est le fait qu'il y a déjà plusieurs cadres de cartographie, même s'ils ne sont pas parfaits, mais vu la quantité de travail que cela représente et le peu de motivation de certains acteurs à fournir les informations requises, est-il vraiment indispensable de développer un tel outil? Cela dit qu'il doit développer cet exercice. Alors, il y a plusieurs éléments dans cette question. Tout d'abord, le point sur plusieurs cartographies qui existent par rapport à celle-ci. Il est vrai que, comme on l'avait dit au début de la présentation, il y a plusieurs exercices qui existent. Et là, je vais me focaliser davantage sur les cartographies au niveau pays. Cependant, la qualité varie et l'objectif des cartographies aussi varie. Nous savons qu'il y a des cartographies qui sont faites en particulier dans le domaine humanitaire, avec OCHA et les 3W ou les 4W. Et il y a aussi des cartographies qui sont disons, à objectif plus restreint, qui serait davantage plutôt un répertoire des intervenants dans la nutrition. Comme il a été, ce qui ressort des discussions avec les gouvernements, les ministères, quand on parle de cette cartographie, et pas uniquement la cartographie elle-même, mais le processus qui est mis en place, et c'est un processus dans le cadre SUN, c'est-à-dire qu'en général, ce sont les gouvernements qui sont impliqués, avec un rôle du point focal SUN dans l'exercice, mais aussi le fait que les parties prenantes, en particulier les organisations de la société civile, les organisations des Nations Unies et les bailleurs, soient partie intégrante dans cet exercice. Donc, il y a vraiment un processus qui implique tout le monde, qui permet aussi d'avoir des discussions très importantes sur quelles sont les actions qui doivent être mises à l'échelle et de faire cette cartographie pour répondre à ces questions importantes. Donc, on ne parle pas d'une cartographie, on parle plus d'une cartographie d'un processus qui est bien perçu par les pays, dont les pays sont demandeurs de ce type de cartographie. Comme je vous l'ai dit, à peu près 11 pays ont déjà fait cette cartographie et nous sommes en train d'appuyer 8 pays additionnels. L'implication de cette cartographie, comme l'a présenté Chloé dans les exemples pays, elle permet une meilleure planification des interventions de nutrition, un meilleur suivi des interventions et un dialogue commun entre tous les parties. C'est un processus national et donc c'est un processus très important. Une partie aussi, l'exercice de cartographie est cartographié sur cette liste restreinte des actions des actions de nutrition. Cependant, nous sommes en discussion avec d'autres pays qui souhaitent utiliser cet outil et cette cartographie pour faire le suivi direct de leur plan de nutrition, donc au-delà d'un nombre restreint d'interventions. Comme je l'ai souligné dans mon introduction, la cartographie est aussi un élément essentiel du cadre de suivi et évaluation du mouvement SUN. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que tous les pays aient une cartographie qui permet de recenser les partenaires, mais aussi de voir les actions qui sont mises en œuvre au niveau des régions. Donc, peut-être plus la première partie de l'outil qui est donc qui fait quoi et où. Et puis, cet exercice donne une méthode standardisée qui va permettre de reporter dans le cadre du suivi de SUN et de permettre des comparaisons entre les pays. Les pays qui ont, par contre, déjà fait cette cartographie ont tout de suite été intéressés aussi par la couverture en population, car elle permet d'avoir une méthodologie assez simple qui permet une collecte de couverture des interventions à partir des données de programme. Et donc, même si ce qui a été présenté est fait sur des données annuelles, il est aussi possible de penser qu'on pourrait collecter des données de façon plus régulière et faire un suivi plus régulier
des interventions. C'est des discussions notamment que nous avons avec les pays qui souhaitent utiliser ça pour faire le suivi de leur plan de nutrition. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Un autre point qui a été soulevé dans la question est la motivation de certains acteurs à fournir les informations requises. Alors, le fait que cette cartographie se fasse dans le cadre du SUN et en collaboration étroite avec les organisations de la société civile, qui, dans la grande partie des pays dans lesquels nous avons fait, sont organisés en alliance d'organisations de la société civile, permet disons, de donner une motivation pour les partenaires à participer à cette cartographie, parce que c'est fait dans le cadre des alliances de la société civile du SUN et sous l'égide du gouvernement. Donc nous n'avons pas vraiment ressenti une résistance aux organisations à participer à cet exercice, mais plutôt un intérêt à y faire partie et à partager leurs données. Donc ça fait vraiment partie d'un processus qui a été vraiment encourageant pour nous de voir cela. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Alors, si vous me permettez, on vous laisse le temps pour apporter vos questions. Parce que ce que je me propose de faire, c'est de partager avec vous certaines des questions que nous avons reçues dans la section que nous avons menée juste avant, qui était en langue anglaise. Et comme ça, peut-être ça va vous aider un peu à voir les préoccupations qui ont été soulevées par l'autre groupe, le groupe précédent. Une question que nous avons reçue, c'est sur le fait que nous utilisons 75% comme seuil pour la cartographie et non pas 90% comme il est utilisé dans le cadre du Lancet. Alors, nous avons utilisé 75% pour pouvoir, disons, découper les 100% en quatre parties égales. Cependant, évidemment, c'est un très bon point de pouvoir ressortir 90%. Nous savons que la majorité des interventions, de toute façon, sont à des couvertures plus basses. Donc, peut-être pour raffiner, dans une deuxième étape, il serait bon d'utiliser les 90%, ce qui est totalement faisable à partir du moment où on a déjà les données à disposition. Une autre question qui nous a été soulevée et que je vais inviter à répondre, c'est justement sur la définition des actions, standardisation des actions qui sont utilisées dans le cadre de la cartographie. Chloé. Merci Nicolas. Donc, les actions sont des listes d'actions clés qui sont prioritaires pour les pays. Donc, la liste va changer avec chaque pays. Et c'est lors de l'atelier de rencontre des parties prenantes, qui devrait être un atelier multisectoriel et multipartite, que ces actions vont être sélectionnées. Les acteurs vont donc choisir un nombre d'actions à travers plusieurs secteurs et ensemble, ils vont les définir. Ils vont sélectionner notamment un groupe cible ou plusieurs et ils vont ensemble décider de ce qui constitue cette action et son atteinte d'un bénéficiaire. Merci Chloé pour cette réponse. Une autre question qui a été soulevée dans la session précédente, c'était toute la problématique du double comptage. Comment est-ce qu'on évite ces problèmes de double comptage? Est-ce que ça arrive de trouver des pourcentages qui sont au-delà de 100%? Et donc, quelle est l'approche? Quelles sont les actions à prendre en compte pour justement réviser, revoir ces doubles comptages? Chloé? Merci Nicolas. Oui, donc comme la plupart des intervenants travaillent en partenariat les uns avec les autres, surtout à travers les différents rôles, il y a souvent des cas où plusieurs partenaires nous donnent des informations, mais ce sont les mêmes bénéficiaires dont ils parlent. Donc l'approche va être différente selon le format de l'outil utilisé. Dans l'outil Excel, lors des analyses, il arrive qu'on trouve des proportions qui sont plus élevées que 100%. Donc cela, ça nous indique déjà qu'il y a probablement du double comptage. À partir de ce moment-là, on peut donc retourner dans la base de données, regarder ces actions en détail et regarder les partenaires qui ont été cités ainsi que leur description.
Cela nous permet souvent de trouver, le lead technique souvent peut trouver déjà où le double comptage a eu lieu. Et s'il a un doute, souvent il doit recontacter ces deux partenaires pour vérifier si oui ou non ce sont les mêmes bénéficiaires dont il s'agissait. Et on peut ensuite les enlever. Sinon, dans l'outil web, l'outil a été créé de façon à ce que les bénéficiaires doivent avoir en fait un identifiant unique. Donc, c'est les 5 éléments qu'on a précisés au début de la saisie de données, y compris quel mécanisme de mise en œuvre a été utilisé et quel exécutant a effectué ce travail sur le terrain. Comme vous avez vu dans mon premier exemple, j'avais choisi un exécutant qui avait déjà été nommé, donc la série de caractéristiques n'était pas unique et l'outil nous a montré un avertissement en disant que des données avaient déjà été saisies pour cette combinaison de caractéristiques. Donc cela permet à la personne qui fait la saisie de données de voir que les bénéficiaires qui vont être insérés serait simplement un doublage des mêmes personnes qui ont déjà été renseignées plus tôt dans la collecte. Nous avons particulièrement trouvé qu'il est très utile d'avoir un lead technique dans l'équipe de cartographie qui est au courant de toute la collecte parce que cette personne peut avoir une meilleure compréhension de tous les participants, de ce qui a déjà été collecté et lorsque des données sont insérées qui lui semblent être un dédoublement, ce sera plus facile pour cette personne de s'en rendre compte et tout de suite de regarder les détails pour résoudre le problème. Merci. Oui. Alors, une autre question qui avait été posée, je vois qu'il y a une question qui vient nous arriver d'un participant sur cette session, mais juste dans la continuité des questions qui ont été posées pour affiner, pour mieux comprendre l'exercice. Une question qui avait été posée justement, c'était sur est-ce que cet exercice s'était fait une seule fois ou alors comment est-ce qu'on assure une continuité? Alors, l'exercice qui a été fait pour l'instant dans les pays a été fait une seule fois, c'est-à-dire que les pays ont tous demandé à faire cet exercice pour collecter ces informations, mais les discussions que nous avons avec les partenaires pays est vraiment pour utiliser l'exercice et le renouveler de façon régulière. Dans les discussions préliminaires qui ont été faites avec les pays, on parle de façon annuelle ou de façon tous les 2 ans. Il est clair que l'offre sous forme web permettra justement de reproduire cet exercice de façon plus régulière. Donc, d'une part. Deuxièmement, le fait que dans le cadre du premier exercice, les capacités sont développées pour que le pays le fasse lui-même, c'est-à-dire que l'appui du secrétariat est vraiment du réseau UN et REACH est vraiment en appui de facilitation, mais au travers de cet exercice, il y a vraiment un renforcement des capacités pour que le gouvernement et les partenaires pays puissent gérer eux-mêmes cet exercice. Donc tout cela facilite le fait que les partenaires pays pourront reproduire cet exercice de façon plus régulière et sans appui externe. Comme il avait été souligné aussi, ce qui est préconisé pour cet exercice, nous avons parlé d'un lead technique pour l'exercice et d'une équipe de cartographie. La préférence est évidemment pour un lead technique qui soit du gouvernement, un membre du personnel du gouvernement, aussi bien au niveau des ministères ou au niveau de bureau des statistiques par exemple, mais une personne qui puisse être mise à disposition pendant toute la durée de l'exercice. Si cette personne ne peut pas être identifiée, alors on peut avoir recours à un consultant de préférence national qui se fera l'exercice et pour lequel il sera formé sur l'outil et qui sera en charge de l'exercice. Dans l'option moins préférée est celle d'utiliser un consultant international, mais nous préférons évidemment appuyer davantage les 2 premières options. Et donc, la formation de ces personnes au niveau pays permettra une meilleure réplication de l'exercice dans le pays. Une autre question qui nous avait été posée était sur les actions qui sont prises une fois que l'exercice a été conduit. Donc, l'exercice permet vraiment de faire une cartographie de qui fait quoi et où, d'identifier les bonnes pratiques, là où les intervenants travaillent avec les bonnes interventions aux bons endroits pour répondre aux besoins, mais aussi identifier
les zones où il y a peut-être un besoin de reprogrammation, de révision des interventions. Et comme cela est fait sous l'égide du gouvernement avec la participation de tous les partenaires, il est par la suite très facile alors de pouvoir rediriger les actions des partenaires, les interventions, et d'améliorer la planification au niveau sous-national. Il y a des exemples de pays, par exemple, qui ont conduit l'exercice où par la suite, des bailleurs qui étaient intéressés pour arriver avec des investissements ont contacté le secrétaire de l'administration qui avait les données de cartographie pour voir quels seraient les meilleurs endroits, les meilleures interventions pour intervenir où il y a le plus de besoins. Donc c'est ça qu'on attend comme répercussion par rapport à cet exercice. Je pense que j'ai répondu à la plupart. Non, une autre question qui avait été soulevée avant de reprendre la question qui a été soulevée par notre collègue sur cet appel. Quand il s'agit de la base web, la question qui avait été posée, c'était quels sont disons, les arrangements au niveau de l'hébergement du serveur et de l'outil même. Alors, la version qui vous a été présentée par Chloé est une version qui est hébergée au niveau du secrétariat du réseau des Nations Unies. Les pays qui sont intéressés par lancer la version web devront eux-mêmes héberger le serveur dans leur pays. Donc il y a plusieurs options à cela, qui a certainement un coût, bien que la quantité des données prises en compte dans l'exercice reste modérée et donc le coût de gestion et de maintenance est assez modéré. L'autre option possible est le fait que comme l'exercice a été développé sur une base DHIS2 qui est déjà en marche, disons, qui est utilisée dans la majorité des pays dans lesquels nous travaillons, parce qu'il est souvent la plateforme privilégiée pour le SNIS, le suivi des informations dans le système de santé. Donc, il est possible d'utiliser une instance de l'environnement DHIS2 existant déjà au pays pour héberger cette plateforme web qui serait donc passible d'être lancée sans coût vraiment additionnel, d'autant plus que les capacités existent au niveau pays dans le cas du DHIS2 essentiellement pour l'instant dans le domaine de la santé pour pouvoir bien gérer cette plateforme. Nous allons prendre la question qui a été soulevée par notre collègue, notamment sur, disons, le rôle du secteur privé dans la cartographie et la question du conflit d'intérêts. Alors, pour l'instant, toutes les cartographies qui ont été conduites n'ont pas inclus le secteur privé. Les gouvernements ont invité tous les partenaires, le secteur privé, mais la cartographie s'est essentiellement focalisée sur les actions qui sont mises en œuvre au travers des ministères, des secteurs, avec appui des Nations Unies, avec mise en œuvre par les organisations de la société civile et cartographie des donateurs, des bailleurs au niveau du financement. Il n'y a pas eu de cartographie faite au travers de ces outils, de ce processus du secteur privé. Cependant, il y a un intérêt quand nous discutons avec les facilitateurs de réseau global, il y a un intérêt de faire aussi une cartographie du secteur privé. Donc, encore une discussion à voir si ce processus peut être le processus adéquat pour impliquer le secteur privé et comment dans ce contexte gérer le conflit d'intérêts. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir tous les partenaires autour de la table pour bien faciliter cet échange et la participation de tous les partenaires qui auraient besoin d'être là. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, le secteur privé n'a pas été impliqué dans ces cartographies. La discussion est là, il y a un intérêt de le faire, donc à nous de voir comment mieux avancer dans ce contexte en discussion avec les réseaux du secteur privé au niveau des pays et également avec le réseau global. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je ne vois pas d'autres questions. Donc,
nous pouvons nous en arrêter là. Comme il avait été signalé dans la présentation, cette présentation vous sera partagée et pour toute question, pour tout suivi, n'hésitez pas à nous contacter au niveau du secrétaire du réseau des Nations Unies SUN au courriel suivant unnetworkforsun@wfp.org et nous serons là pour répondre à vos questions ou clarifications. Ceci étant dit, je repasse la parole à Aaron de Secure Nutrition pour clôturer cette session et ce webinaire. Merci à vous tous. Aaron? Très bien, merci une fois encore Nicolas, aussi surtout à Chloé et aussi à tous nos participants. Comme Nicolas a dit, nous allons partager tous les diapositifs et aussi l'enregistrement avec vous par email dans les prochains jours. Et aussi, cette série va continuer dans les mois à venir et vous allez recevoir aussi ces invitations et informations à la part de Secure Nutrition ou bien le réseau des Nations Unies pour le mouvement de SUN. Bon, avec ça, on va faire la clôture de cette session. Merci encore à tous nos participants et avoir bonne journée ou bonne soirée. Merci.